Ah, cette douleur qui part de la fesse et qui descend le long de la jambe, c'est une sensation que beaucoup de gens connaissent. Et le mot qui vient tout de suite à l'esprit, c'est sciatique. Mais et si ce n'était pas si simple? Si le vrai coupable se cachait en fait ailleurs? On va creuser un peu tout ça. Cette douleur qu'on appelle un peu trop vite sciatique, est-ce qu'elle ne cacherait pas autre chose? Il se pourrait bien que le diagnostic le plus courant, le plus évident, passe en réalité à côté de l'essentiel. Oui, parce que traditionnellement, quand on a mal comme ça, tous les regards se tournent vers une seule zone, le bas du dos. On imagine tout de suite un nerf coincé, une hernie discale, bref, le suspect numéro 1, c'est la colonne vertébrale. Alors, commençons par là, par cette hypothèse classique. Pourquoi est-ce que, quasi systématiquement, on pense que le problème vient du dos? En fait, c'est un peu un réflexe. Le parcours médical classique, pour ce type de douleur, s'arrête souvent à la colonne lombaire. C'est logique après tout, c'est de là que part le nerf sciatique. Mais le souci, c'est que cette approche, elle est parfois incomplète. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si ce n'est pas toujours le dos, d'où peut bien venir cette douleur? Il est temps de rencontrer un suspect que l'on oublie très très souvent. Voilà le nom à retenir, le syndrome du fessier profond. On a longtemps parlé de syndrome du piriforme, mais la recherche a montré que c'est un peu plus complexe que ça. En gros, l'idée est simple. Oui, le nerf sciatique est bien comprimé, mais la compression n'a pas lieu au niveau de la colonne. Non, elle se passe beaucoup plus bas, en plein milieu des muscles fessiers. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le nerf sciatique, il se faufile à travers un véritable carrefour de muscles. Le piriforme, bien sûr, mais aussi les jumeaux, l'obturateur interne. Et quand l'un de ces muscles est trop tendu, trop contracté, il peut littéralement pincer le nerf. Bon, alors, la grande question. Comment savoir si la douleur vient du dos ou des fessiers? Heureusement, il y a des indices assez clairs pour faire la distinction. C'est là que tout s'éclaire. Pour une sciatique classique, la source est bien une compression dans le bas du dos. Pour le syndrome du fessier profond, la compression a lieu dans la fesse. Mais le plus révélateur, ce sont les déclencheurs. Si la douleur s'aggrave quand on reste assis trop longtemps, quand on monte des escaliers ou lors de certains mouvements de la hanche, alors il y a de très fortes chances que le problème soit musculaire et pas discal. Et ça change absolument tout. Parce que la douleur ressentie peut être quasi identique, mais l'origine du problème, elle, est radicalement différente. Si on s'acharne à traiter le dos alors que le souci est dans la fesse, on risque de chercher la solution au mauvais endroit pendant très longtemps. Forcément, si on arrive à poser le bon diagnostic, on ouvre la porte à un plan de traitement qui n'a rien à voir et qui, surtout, a de bien meilleures chances de fonctionner. On entend souvent ça. J'ai mal à la fesse, je vais étirer mon piriforme. C'est un bon réflexe, mais c'est une vision beaucoup trop simpliste du problème. L'étirement seul est bien souvent insuffisant. Tout simplement parce que la cause est musculaire, mais aussi multifactorielle. Ça implique plusieurs muscles, des habitudes de mouvement, donc la solution doit, elle aussi, être beaucoup plus globale. On ne peut pas se contenter de cibler une seule petite zone. En général, une approche efficace va s'articuler autour de 3 grands axes. D'abord, il faut redonner de la mobilité à l'articulation de la hanche. Ensuite, on cherche à diminuer la tension qui s'exerce directement sur le nerf. Et enfin, et c'est fondamental, il faut renforcer toute la chaîne de muscles à l'arrière du corps, des fessiers jusqu'aux ischios, pour créer un meilleur équilibre. Au final, le vrai message à retenir, c'est celui-ci. Avant même de parler de traitement, la première victoire, la plus importante, c'est de comprendre la véritable origine de la douleur. C'est ce qui permet de passer d'une simple gestion des symptômes à une vraie résolution du problème de fond. Et ça nous laisse avec une question importante, qui va même au-delà de la sciatique. Dans plein de domaines, qu'est-ce qu'on risque quand on se concentre uniquement sur ce qu'on ressent, sur le symptôme, sans jamais chercher à comprendre la cause profonde? C'est une réflexion qui vaut vraiment le coup d'être menée. Une douleur qui descend dans la jambe? Ça pourrait être une sciatique. Voyons le slump test pour en avoir le cœur net. C'est un test très simple qui se fait en position assise. Allez, on regarde comment ça marche. Son but, c'est de voir si le nerf sciatique est irrité en l'étirant très légèrement. Attention, point crucial, ce test montre l'irritation, mais il ne dit pas pourquoi le nerf est irrité. Ok, le test se fait en 4 actions très simples. Les voici. D'abord, on s'assoit et on laisse le dos s'arrondir vers l'avant, mais sans baisser la tête. Ensuite, deuxième étape, on laisse tomber la tête. Il faut être attentif à toute nouvelle sensation. Si une douleur de type sciatique apparaît déjà, le test pourrait bien être positif. Si tout va bien, on passe à la suite. On tend doucement la jambe concernée. Et pour finir, le dernier mouvement, on ramène les orteils vers soi. On fléchit le pied. La clé, c'est ça. Si les symptômes habituels sont reproduits, alors c'est bien une sciatique. Un test positif, c'est simple. Ça veut dire que les douleurs familières sont revenues pendant les mouvements.
En clair, un test positif montre que le nerf sciatique est bien irrité par cet étirement. Mais que le résultat soit positif ou négatif, l'étape la plus importante reste la même, consulter un médecin. Parce que seul un professionnel pourra identifier la vraie cause, une hernie discale ou autre chose. Le mal de dos, et puis cette douleur-là qui descend dans la jambe. Le réflexe, c'est de se dire, c'est une sciatique. Mais est-ce que c'est vraiment toujours ça? Et si un petit indice, un truc qu'on ignore la plupart du temps, pouvait en fait tout changer? Bon, c'est justement ce qu'on va regarder de plus près. Alors cette question, elle parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? Cette fameuse douleur qui semble partir du dos pour irradier tout le long de la jambe. C'est tellement typique qu'on colle tout de suite l'étiquette sciatique dessus. Mais attention, la réalité anatomique, elle, est souvent un peu plus complexe que ça. Ok, pour commencer, partons de la base. Quelle est l'idée que tout le monde, ou presque, se fait de la sciatique? D'où est-ce qu'on imagine que cette douleur démarre? On va voir que cette croyance, qui est très très répandue, elle est souvent au cœur de malentendus. Voilà, le scénario classique, c'est ça. Une douleur qui prend naissance tout en bas du dos, là, près de la colonne vertébrale, et qui s'amuse à descendre le long de la jambe. Ça paraît logique, non? C'est ce qu'on a toujours entendu. Mais la question c'est, est-ce que c'est vraiment exact? Et si pour un instant, on mettait de côté toutes les idées reçues pour se concentrer sur les faits, sur ce que nous dit l'anatomie? Allons voir un peu où ce fameux nerf sciatique prend vraiment sa source. La réponse, franchement, est assez surprenante. Et là voilà, l'info qui change toute la donne. Les spécialistes de l'anatomie sont formels là-dessus. Le point de départ le plus haut d'une vraie douleur sciatique, c'est la fesse. Oui, la fesse, pas le bas du dos. Et ça, ça remet complètement en question la façon dont on perçoit cette douleur. Alors mettons ça bien en parallèle. D'un côté, on a l'idée reçue, la croyance populaire. La douleur vient de la colonne. Et de l'autre, on a le fait anatomique. Le nerf, lui, il se forme au milieu de la fesse. La nuance est énorme. Ce n'est donc pas une douleur qui descend du dos, mais bien une douleur qui part de la fesse. Ok, suivons le trajet de ce nerf pour bien comprendre. Tout commence donc au milieu du muscle fessier. C'est là que plusieurs racines nerveuses se rejoignent pour le créer. Et forcément, cet endroit devient un point de pincement potentiel, une zone de conflit si on veut, et c'est seulement à partir de ce point de départ que la douleur va pouvoir se propager vers le bas de la jambe. Mais au final, on pourrait se dire, pourquoi c'est si important de faire cette distinction? Eh bien, c'est crucial, parce que c'est l'indice numéro 1 pour vraiment comprendre l'origine du problème. Savoir identifier où la douleur commence, vraiment. C'est la toute première étape pour pouvoir l'expliquer correctement à un professionnel de santé et donc pour trouver la bonne solution. Donc s'il y a une règle d'or à retenir, c'est celle-ci. Pour parler d'une véritable sciatique, le point de départ de la douleur ne doit jamais être plus haut que la fesse. Si la douleur commence dans le bas du dos avant de descendre, alors il y a de fortes chances que ce soit autre chose. C'est un repère assez simple au fond. Allez, on récapitule les points essentiels à garder en tête. D'abord, on oublie l'idée que le nerf sciatique prend naissance dans la colonne vertébrale. Ensuite, on retient que tout se passe au niveau de la fesse. C'est là que le nerf se constitue et c'est souvent là qu'il se fait pincer. Et enfin, le point de départ de la douleur, c'est vraiment l'indice clé. Si ça part de la fesse, on est sur la piste d'une vraie sciatique. Alors maintenant, avec ces informations en tête, la prochaine fois qu'une douleur de ce type apparaît, que ce soit pour soi ou pour quelqu'un de son entourage, la bonne question à se poser change. Ce n'est plus seulement « où est-ce que ça fait mal ?», mais plutôt « où est-ce que ça commence, vraiment ?» Et cette simple question, elle pourrait bien être le tout début de la solution. Et si un seul mouvement pouvait vraiment soulager la sciatique? C'est ce qu'on explore tout de suite. Alors comment calmer cette douleur du nerf sciatique? Et vite, on plonge dans une technique simple. Le principe est simple. Créer de l'espace pour enlever la pression là où ça fait mal. Ok, première phase, la mise en place. On prépare le corps pour créer une traction toute douce. Voilà les 4 étapes pour bien se positionner. C'est la base pour que l'exercice soit efficace. Le mot-clé ici, c'est traction. Cet étirement doux peut apporter un soulagement quasi immédiat. Mais on ne s'arrête pas là. On peut aller plus loin en ajoutant un mouvement spécifique. Et c'est là que ça devient intéressant. On va cibler directement le nerf sciatique pour le mobiliser. Regardez, c'est juste ces 3 actions très simples qui vont composer cette fameuse mobilisation du nerf. On doit sentir les muscles de la jambe qui travaillent. C'est le signe que le mouvement est bien fait. Bon, et en pratique, ça donne quoi? Parlons de la routine complète. Le timing est super important. Chaque fois, on maintient la position avec l'orteil bien pointé pendant environ 3 secondes. Après ça, on relâche la jambe et on est reparti, on répète le tout 15 fois. Allez, un petit récapitulatif pour être sûr de ne rien oublier. Position, mobilisation, tenue et on recommence. La vraie question, c'est est-ce que la régularité de ce geste simple peut tout changer? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui,
on va explorer ensemble une approche ciblée pour soulager cette douleur sciatique si particulière, celle qui est causée par une sténose spinale. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va le faire avec une série d'exercices simples à faire tranquillement à la maison. Cette sensation, elle est malheureusement familière pour beaucoup de monde. Ça commence par une douleur un peu sourde dans le bas du dos, et puis d'un coup, ça se transforme en un pincement, une décharge électrique qui file le long de la jambe. C'est le signe classique de la sciatique. Mais la vraie question, c'est d'où ça vient exactement, et surtout, comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle? C'est tout l'objet de notre séance. Bien souvent, la cause profonde, c'est ce qu'on appelle la sténose spinale. Pour faire simple, imaginez que les canaux dans la colonne vertébrale sont comme des tunnels pour les nerfs. Eh bien, avec la sténose, ces tunnels se rétrécissent. Il y a moins de place et ça peut finir par irriter ou même pincer le nerf sciatique. Et c'est ça qui déclenche la douleur. Et là, on arrive au concept absolument central qui va guider tous nos mouvements. C'est un peu comme un interrupteur. Quand on se penche en arrière, ce qu'on appelle l'extension, on ferme l'espace, on rétrécit le tunnel. Et hop, on pince le nerf. La douleur augmente. À l'inverse, quand on se penche en avant, en flexion, on ouvre cet espace. On redonne de l'air au nerf. C'est ce principe tout simple, créer de l'espace, qui est vraiment la clé de tout. Et tout, mais alors vraiment tout, commence par un mouvement fondamental. On pourrait dire que c'est l'ingrédient secret, la fondation sur laquelle tous les autres exercices vont pouvoir s'appuyer pour être vraiment, vraiment efficaces. Il faut bien comprendre une chose, ce mouvement est beaucoup plus qu'un simple exercice. C'est la position de départ qui protège le dos. Sans maîtriser cette bascule du bassin, l'efficacité de tout ce qu'on fera ensuite sera limitée. C'est vraiment la pierre angulaire de toute notre routine. Alors comment on fait, concrètement? On s'allonge sur le dos, les genoux pliés, les pieds bien à plat. L'action clé, c'est d'imaginer qu'on veut aspirer son nombril vers l'intérieur comme pour le coller à la colonne. On doit sentir immédiatement le bas du dos qui s'aplatit contre le sol. Le bassin va rouler tout seul, très légèrement vers le haut. Attention, le piège classique, c'est de pousser avec les jambes. Non, tout doit venir de la contraction des abdos en douceur. Ok, une fois que cette bascule du bassin est maîtrisée, on peut passer à l'étape suivante, le renforcement. L'objectif ici, c'est de construire une sangle abdominale solide. Ce sont ces muscles-là qui vont aider à maintenir cette position de flexion, celle qui ouvre l'espace, et qui vont soutenir toute la colonne. On commence avec un grand classique. Il a l'air simple, mais il est redoutablement efficace pour cibler les muscles abdominaux, ceux du haut. On se met en position, en maintenant bien cette fameuse bascule du bassin, les bras sont croisés sur la poitrine, et de là, on enroule le haut du corps, on décolle la tête et les épaules du sol, comme si on voulait les diriger vers le plafond. Le but, c'est pas de monter très haut, c'est de sentir la contraction. On tient ça 2, 3, 4 secondes, puis on redescend tout en contrôle. Petite astuce, si ça tire un peu sur le cou, on peut soutenir la tête avec les mains, mais attention, ce sont bien les abdos qui travaillent, pas les bras. Parfait. Après avoir travaillé le haut des abdos, on va maintenant se concentrer un peu plus sur la partie basse et surtout sur la stabilisation profonde. C'est l'objectif de l'élévation de jambes tendues. On repart toujours de notre bascule du bassin bien solide. Une jambe reste pliée, l'autre est tendue au sol. Et l'exercice, c'est de lever tout doucement la jambe tendue de quelques centimètres à peine, puis de la reposer en contrôlant. Tout l'enjeu ici, c'est de maintenir le bassin parfaitement immobile. Il ne doit pas bouger d'un poil. C'est vraiment un travail de contrôle, pas de hauteur. Allez, on continue avec un exercice qui se concentre très spécifiquement sur la stabilisation du bas du dos. Le nom est simple, marche allongée, mais il demande une concentration maximale. On se met en position de bascule, les deux genoux pliés. Et là, très très lentement, on lève une jambe, puis on la repose, et on fait pareil avec l'autre. C'est comme si on marchait au super ralenti. Le pied ne décolle que de quelques centimètres. Le but du jeu, ce n'est pas de lever la jambe, c'est de le faire sans que le bassin ne bouge. Rien, même pas 1 millimètre. Une bonne astuce, c'est de placer ses doigts juste derrière le bassin pour sentir s'il reste bien stable. Et pour celles et ceux qui sont à l'aise avec la version de base, on peut corser un peu les choses. En même temps qu'on lève une jambe, on va descendre lentement le bras opposé au-dessus de la tête. Ça demande beaucoup plus de coordination et de stabilisation. Mais le point crucial, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est que le dos ne doit jamais se creuser. La bascule du bassin doit rester verrouillée tout le temps. Bon, après le renforcement, place à la détente et à la création d'espace. Cette deuxième partie de la routine est là pour étirer les muscles du dos tout en douceur et pour encourager encore et toujours cette fameuse flexion qui nous fait du bien. On commence par un étirement ultra classique et incroyablement bénéfique pour relâcher toutes les tensions qui peuvent s'accumuler dans le bas du dos. On s'allonge confortablement sur le dos et on vient simplement ramener les deux genoux vers la poitrine, en s'aidant des mains. On s'arrête dès qu'on sent un étirement doux et agréable dans le bas du dos. Surtout, on ne force pas. On peut tenir la position quelques instants en respirant profondément. Pour une approche encore plus douce, on peut très bien le faire une jambe après l'autre.
Et on termine avec un dernier mouvement, très doux lui aussi, pour encourager une belle flexion de toute la colonne vertébrale. On se met à 4 pattes. À partir de là, on pousse doucement les fesses vers l'arrière, comme si on voulait s'asseoir sur ses talons, tout en gardant les bras tendus loin devant. On laisse la poitrine se rapprocher du sol. C'est une position de repos qui vient étirer toute la chaîne arrière en douceur. La sensation doit vraiment être agréable, comme un vrai relâchement. Surtout, jamais de douleur. Et voilà, on vient de parcourir un ensemble de mouvements très complets. Il faut vraiment voir ça comme une boîte à outils. Chaque exercice a son propre rôle à jouer pour gérer la douleur et pour renforcer le dos sur le long terme. Quand on regarde ce tableau, on voit bien la logique de la routine. Tout part de la base, la stabilité, avec la bascule du bassin. Ensuite, on construit la force avec les différents exercices pour le tronc. Et enfin, on termine en créant de l'espace et en relâchant les tensions avec les étirements. Chaque pièce du puzzle a sa place et contribue au résultat global. Le plus important, ce n'est pas de tout faire parfaitement dès le premier jour, c'est de commencer. Peut-être que la première étape, ce sera simplement de bien maîtriser la bascule du bassin, ou peut-être d'intégrer l'étirement des genoux à la poitrine chaque soir. Chaque petit mouvement est un pas de plus vers un dos plus confortable et plus libre. Bonjour à tous, aujourd'hui on part pour un voyage un peu spécial, un véritable périple à l'intérieur de notre propre corps, pour suivre à la trace le plus grand de tous nos nerfs. Et le voilà, notre star du jour, le nerf sciatique. Il faut savoir que c'est le champion toute catégorie. C'est le nerf le plus gros et le plus long de tout le corps humain. Pour se faire une idée, c'est une sorte d'autoroute de l'information qui peut faire près d'1 mètre de long chez une personne de grande taille. C'est juste énorme. Mais alors, quel est son parcours? Par où passe-t-il exactement? C'est justement cet incroyable voyage à travers notre corps qu'on va suivre, étape par étape. Comme pour tout grand voyage, il y a un point de départ. Et pour notre nerf sciatique, cette origine est bien cachée tout au fond de notre anatomie. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour bien comprendre, il ne faut pas voir le nerf sciatique comme un simple câble. Non, imaginez plutôt un grand fleuve qui se forme à partir de 5 plus petits cours d'eau. Ces cours d'eau, ce sont ce qu'on appelle les racines nerveuses. L4, L5, S1, S2 et S3. Alors, ces noms peuvent paraître un peu barbares, mais en fait c'est tout simple. L c'est pour lombaire et S pour sacré. Ça désigne juste l'endroit où elles sortent de la colonne vertébrale, tout en bas du dos. Donc ces 5 racines se rejoignent profondément à l'intérieur du bassin. Elles fusionnent juste devant un muscle qui va être notre premier grand repère, le muscle piriforme. C'est vraiment là que le nerf sciatique, le grand tronc, prend forme. Une fois qu'il est formé, ce nerf géant commence sa longue, très longue descente. Le grand voyage peut commencer. Ok, alors ce périple, on peut le découper en 3 grandes étapes, un peu comme une randonnée. Première étape, il doit sortir du bassin. Deuxième étape, il traverse toute la région de la fesse. Et enfin, troisième étape, il descend tout le long de la cuisse. C'est notre feuille de route, allons-y. Alors, une fois sorti du bassin, en passant juste sous le muscle piriforme, le nerf sciatique plonge vraiment en profondeur dans la fesse. Il est bien protégé, bien recouvert par le plus gros muscle du coin, le grand fessier. Il est donc bien à l'abri des chocs. Juste après la fesse, le nerf attaque la plus longue partie de son trajet. C'est une descente quasiment verticale, tout le long de l'arrière de la cuisse. Et là encore, il n'est pas tout seul, il est bien calé et protégé par les muscles ischio-jambiers. Arrivé tout en bas, près du genou, notre grand voyageur atteint un moment clé de son parcours. C'est la bifurcation. Le chemin se sépare. C'est précisément dans la zone juste derrière le genou, qu'on appelle le creux poplité, que ce tronc nerveux unique arrive à un carrefour. Il se divise en 2. C'est la fin du nerf sciatique en tant que tel, mais c'est le début de 2 nouvelles routes. Et là, c'est super intéressant, parce qu'on voit bien comment les tâches se répartissent. On a d'un côté le nerf tibial qui, lui, continue tout droit à l'arrière de la jambe pour aller s'occuper de la plante du pied. Et de l'autre côté, on a le nerf fibulaire commun. Lui, il fait un petit détour, il contourne par le côté pour aller gérer l'avant de la jambe et le dessus du pied. Vraiment 2 chemins distincts pour 2 missions qui se complètent parfaitement. Bon, maintenant qu'on a suivi tout son chemin, une question se pose. Mais à quoi il sert ce nerf? Quelle est sa fonction? En fait, il a une double mission et elle est fondamentale. Sa première mission, c'est la motricité. Le nerf sciatique, c'est un peu le commandant en chef. Il transmet les ordres qui viennent du cerveau pour nous faire bouger. C'est lui, la puissance. Et son champ d'action est immense. Il donne les ordres aux muscles de l'arrière de la cuisse, les fameux ischio-jambiers. Et ensuite, via ces 2 branches, il commande absolument tous les muscles de la jambe et du pied. Marcher, courir, sauter ou même juste se tenir en équilibre. Sans lui, rien de tout ça n'est possible. La deuxième mission, c'est tout ce qui est sensitif. Le nerf sciatique, c'est aussi un reporter de terrain. Il collecte toutes les informations de la peau et les fait remonter au cerveau. C'est lui, la sensation. Et là aussi, le territoire qu'il couvre est gigantesque. C'est lui qui nous permet de sentir ce qui se passe sur la peau de l'arrière de la cuisse,
sur la quasi-totalité de la jambe et sur l'ensemble du pied. Le toucher, le chaud, le froid, la douleur, toutes ces infos remontent par cette voie. On a vu son chemin, on a vu sa mission. Mais que se passe-t-il quand cette autoroute nerveuse rencontre un embouteillage, un obstacle? La question vient assez naturellement. Qu'est-ce qui arrive si cette voie de communication si importante se retrouve coincée, comprimée ou irritée quelque part sur son long trajet? La réponse, c'est un mot que beaucoup de gens connaissent malheureusement, la sciatique. La définition même de la sciatique, c'est une douleur qui suit, qui irradie le long du chemin exact du nerf. De la fesse, en descendant derrière la jambe, la douleur ne fait que suivre la carte routière qu'on vient de tracer. Donc pour bien comprendre le problème, la cause, c'est que le nerf est coincé ou irrité. Et on sait qu'il y a une zone particulièrement sensible, c'est là où il sort du bassin, juste sous ce fameux muscle périforme qu'on a vu au début. Et le symptôme principal, cette douleur qui descend, eh bien c'est simplement le nerf qui tire la sonnette d'alarme sur tout son parcours. Le lien entre l'anatomie et le symptôme est on ne peut plus clair. Pour conclure, on pense souvent au nerf sciatique seulement quand il nous fait souffrir. Mais après avoir retracé tout son parcours, sa longueur, les zones complexes qu'il traverse, la vraie merveille, le vrai miracle, n'est-ce pas plutôt de réaliser qu'il fonctionne parfaitement, en silence, la quasi-totalité du temps? C'est une réflexion qui laisse songeur sur l'incroyable robustesse de notre corps. Et si on pouvait soulager une sciatique rapidement avec un seul et même mouvement? C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Une technique super puissante, en 2 temps, tout droit venu du Spine Care Center. Vous allez voir, c'est simple, c'est efficace, et on va regarder ensemble, pas à pas, comment la maîtriser. Si cette question vous parle, il y a de fortes chances que vous sachiez exactement de quoi on parle, cette douleur qui ne vous lâche pas. On cherche souvent des solutions miracles et c'est épuisant, mais là, on a une technique toute simple qui pourrait bien changer la donne. Alors, voyons ça de plus près. Juste pour qu'on soit bien tous d'accord, la sciatique, en gros, c'est quand le nerf sciatique est comprimé, coincé quelque part dans le bas du dos. Et ça provoque une douleur qui peut descendre dans toute la jambe. L'objectif de l'exercice qu'on va voir est donc très clair, enlever cette pression. Alors c'est quoi cette fameuse réponse? Eh bien la promesse, c'est un seul mouvement, un seul, qui a été spécifiquement pensé pour agir vite. Et attention, ce n'est pas de la magie, non, c'est juste de la biomécanique bien appliquée. Ce qui est vraiment malin avec ce mouvement, c'est qu'il joue sur 2 tableaux en même temps. D'un côté, il vient créer de l'espace dans le bas du dos pour décompresser tout ça, et de l'autre, il s'attaque directement au nerf pour le faire bouger, le libérer en douceur. C'est vraiment cette double action qui fait toute la force de la technique. Allez, on entre dans le vif du sujet avec la toute première phase. C'est la base de tout. On va appeler ça la traction douce. L'idée, c'est tout bête. On va laisser la gravité faire le travail pour étirer et décompresser le bas du dos. D'accord. Alors, comment on s'installe? On se met sur le ventre, au bord de son lit. Surtout, ne zappez pas l'oreiller sous le ventre. C'est la clé pour être à l'aise. Ensuite, on laisse les jambes pendre dans le vide. La gravité s'occupe du reste. Les orteils au sol, c'est juste pour la stabilité. Rien que cela, on est déjà en train de préparer le terrain pour le soulagement. Et là, qu'est-ce qu'on doit ressentir? Surtout pas une douleur, plutôt un étirement très doux, une sensation d'ouverture dans le bas du dos. C'est l'espace qui se crée. Et ce qui est fou, c'est que pour certaines personnes, rien que cette position, eh bien, ça peut déjà apporter un soulagement quasi immédiat. Super! Mais attention, ce n'est que la première mi-temps. Une fois qu'on a créé cet espace, il faut s'occuper du nerf lui-même. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle le glissement neural. En gros, on va faire bouger le nerf dans sa gaine. C'est la partie vraiment active de l'exercice. Pour cette étape, petite astuce, on prend un truc qui glisse bien, genre une assiette en carton ou même un frisbee, et on le met sous le pied du côté qui fait mal. Et maintenant, l'action. Tout doucement, on tend le genou. Et en même temps, on pointe les orteils le plus loin possible. On doit sentir une tension contrôlée dans la jambe, c'est le signe que le nerf est bien en train de travailler. Bon, on a nos 2 ingrédients. Maintenant, il est temps de voir la recette complète. Parce que pour que ça marche vraiment, le secret, il est dans le rythme et dans les répétitions. C'est là que tout se joue. Premier chiffre magique à retenir, 3. Juste 3 secondes. C'est le temps qu'on va maintenir la position active, avec la jambe tendue. L'idée, ce n'est pas de forcer ou de tenir une éternité. Non, c'est un mouvement court, précis, juste pour dire au nerf « Allez, on se remet en mouvement ». Et le deuxième chiffre clé, c'est 15. On va répéter ce cycle, je tends, je tiens 3 secondes, je relâche, 15 fois de suite. C'est ça qui va constituer une série complète. Et on n'oublie pas, on y va en douceur, c'est la qualité du geste qui prime, pas la force brute. Voilà, ce tableau résume tout parfaitement. C'est on ne peut plus clair. Phase 1, on se met en position de traction. Phase 2, on enchaîne avec le glissement neural, on tient les 3 fameuses secondes, puis on relâche. Et on recommence ça 15 fois. C'est aussi simple que ça.
Alors, si on devait résumer l'essentiel à garder en tête, c'est un mouvement en deux temps. D'abord, on crée de l'espace, ensuite, on fait bouger le nerf. On n'oublie pas les petits détails qui changent tout, l'oreiller pour le confort et l'assiette en carton pour bien glisser. L'objectif, c'est de taper juste et vite sur le dos et sur le nerf. On termine avec cette pensée. Face à une douleur qui peut être si envahissante, l'idée qu'un geste simple qu'on peut faire chez soi tous les jours puisse apporter une vraie solution, eh bien, c'est une perspective assez incroyable. Ça donne à réfléchir, non ? C'est peut-être une piste qui vaut vraiment la peine d'être tentée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une douleur bien particulière que beaucoup connaissent. Cette douleur profonde, parfois lancinante, en plein dans la fesse. Si cette sensation est familière, alors ce qui suit va permettre de trouver la bonne solution, celle qui est vraiment adaptée à chaque cas. Alors, la question à 1 million. D'où vient cette douleur au juste? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. L'idée, c'est de bien décomposer le problème pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe réellement dans son corps. Ok, pour trouver la bonne solution, la première étape, c'est de comprendre le problème. On entend souvent parler de ce fameux syndrome du piriforme, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va plonger un petit peu dans l'anatomie pour y voir plus clair. En fait, le mécanisme est assez simple à visualiser. Tout tourne autour de l'interaction entre deux éléments. On a d'un côté le piriforme, un petit muscle mais qui est placé à un endroit, disons, très stratégique, et juste en dessous passe un nerf énorme, le nerf sciatique. Alors quand ce petit muscle se crispe ou s'irrite, eh bien il vient appuyer directement sur ce gros nerf. C'est cette pression qui est à l'origine de tout. Voilà, pour le dire simplement, le mot-clé ici, c'est compression. Le muscle écrase le nerf, et le nerf, lui, il réagit en envoyant des signaux de douleur. Cette douleur peut rester bien localisée dans la fesse, mais elle peut aussi décider de voyager un peu et descendre à l'arrière de la cuisse. Ça ressemble beaucoup à ce que l'on appelle une sciatique, mais l'origine du problème est différente. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'erreur classique, c'est de croire qu'il n'y a qu'une seule façon de traiter ça. Mais pas du tout. Il existe un petit test tout simple à faire chez soi qui peut révéler la vraie nature du problème et donc nous mettre sur la bonne voie. Cette phrase résume absolument tout. Appliquer la même recette à tout le monde est souvent inefficace et ça peut même empirer les choses. La vraie question à se poser, c'est est-ce que ce muscle est trop tendu, trop court, ou est-ce qu'au contraire, il est trop faible, trop étiré? C'est ça la clé. Et c'est ce test qui va nous donner la réponse. Alors, comment on fait ce fameux test? C'est très simple. On s'assoit au bord d'une chaise, bien stable, avec les hanches et les genoux à 90 degrés. Du côté où ça fait mal, on va tourner la cuisse vers l'intérieur, ce qui va faire que le pied, lui, part vers l'extérieur. Le but du jeu ici, ce n'est pas la performance. Ce qui est crucial, c'est la comparaison. On observe l'amplitude du mouvement et on la compare à celle de l'autre côté, le côté sain. Et là, c'est le moment de vérité. Il y a 2 résultats possibles, qui mènent à 2 diagnostics complètement différents. Première option, la rotation vers l'intérieur est plus limitée. Elle bloque plus vite du côté douloureux. Ça veut dire que le piriforme est trop court, trop tendu. C'est ce qu'on appelle le syndrome court. Deuxième option, et c'est là que c'est contre-intuitif. La hanche douloureuse a plus de rotation interne. La jambe va plus loin. Ça indique que le muscle est en fait déjà trop long, comme un élastique détendu. Il est faible. C'est le syndrome long. On a donc 2 problèmes opposés, qui vont logiquement nécessiter des solutions opposées. Allez, attaquons-nous au premier cas, qui est d'ailleurs le plus fréquent. Le syndrome court. Ici, c'est facile à imaginer. Le muscle est raide, contracté, c'est comme un nœud qui appuie en permanence sur le nerf. L'objectif est donc assez logique, il va falloir le relâcher. Pour ça, la stratégie consiste à allonger le muscle. On va utiliser des étirements bien ciblés et du travail des tissus mous, comme l'automassage. Un exercice est particulièrement génial pour ça, c'est le Hip Airplane. Son avantage, c'est qu'on ne fait pas qu'étirer passivement. On contrôle activement le mouvement, on rééduque la hanche et donc on s'attaque vraiment à la source du problème. On passe maintenant au deuxième cas, le syndrome élongé. Et là, attention, c'est un vrai piège, car il est souvent très mal compris. Ici, l'instinct serait d'étirer la zone qui fait mal, et ce serait la pire chose à faire. Pourquoi? Parce que le muscle est déjà trop long, il est affaibli et n'arrive plus à faire son travail de stabilisation. Donc, la solution n'est pas du tout d'étirer, mais bien de renforcer. Il faut redonner du tonus, de la force à ce muscle qui est surétiré. Des exercices comme le side plank clamshell sont parfaits. Ils permettent d'isoler et renforcer les muscles rotateurs de la hanche, y compris notre piriforme, sans l'allonger davantage. On le réveille pour qu'il puisse à nouveau bien stabiliser l'articulation. Ok, donc on a vu le cas du muscle trop court et celui du muscle trop long. Mais au-delà de ça, il existe un outil qui est bénéfique dans les 2 situations et même pour presque tout le monde.
L'idée, c'est tout simplement d'améliorer le fonctionnement général de l'articulation de la hanche. Et cet outil, on le connaît, c'est encore le Hip Airplane, mais cette fois réalisé sans assistance. Son rôle est un peu différent ici. On ne cherche pas seulement à étirer ou à renforcer, mais plutôt à rééduquer. C'est comme si on réapprenait au cerveau à mieux contrôler la hanche dans toute son amplitude de rotation. C'est un excellent moyen d'améliorer la santé de l'articulation, quelle que soit la condition de départ. On termine avec cette question qui est vraiment la leçon principale à retenir. Une douleur dans une zone ne veut pas forcément dire qu'il faut l'étirer. Parfois, c'est tout le contraire. En comprenant bien la différence entre un syndrome court et un syndrome long, on peut enfin choisir la bonne stratégie et, espérons-le, se sentir beaucoup mieux. Ok, regardons ensemble ce guide pour comprendre et traiter la sciatique et les douleurs lombaires. C'est une douleur que beaucoup de personnes connaissent. On parle souvent de sciatique ou d'inflammation du nerf. En gros, la douleur part d'un groupe de nerfs qui se retrouvent coincés ou irrités dans le bas du dos. Alors, d'où vient cette douleur? Chose surprenante, la cause n'est pas toujours dans le dos lui-même. Il y a 4 causes profondes possibles. Un taux d'acide urique trop haut, le diabète, un manque de vitamine B12 ou des dépôts graisseux. Quand on a mal, on veut être soulagé vite. Alors, quel est le traitement le plus rapide? Pour un soulagement immédiat, voici une approche simple en 3 étapes. Un patch, une bouillotte et un massage. Ça montre bien le pouvoir du massage. Il aide le corps à libérer ses propres antidouleurs. Mais attention, un soulagement rapide, c'est bien, mais ce n'est pas une solution à long terme. On voit bien la différence ici. D'un côté, le soulagement du symptôme, de l'autre, le traitement de fond. Pour une solution durable, il faut donc traiter la cause, vitamine B, acide urique, anémie ou diabète. Et il ne faut surtout pas sous-estimer la vitamine B12. Parfois, une seule injection peut tout changer. Maintenant, attention à une erreur très fréquente dans la gestion de la douleur. Prendre juste des antidouleurs, ça ne fait que masquer le problème. Ça ne le résout pas. La question finale est donc simple. Faut-il traiter le symptôme ou bien s'attaquer à la cause? Ah, la sciatique, cette douleur fulgurante qui part du dos, qui descend dans la jambe. Beaucoup de gens la connaissent, mais très peu comprennent vraiment d'où elle vient. Et surtout, comment s'en débarrasser pour de bon. Aujourd'hui, on va aller plus loin que les simples antidouleurs pour trouver la véritable solution. Alors, cette douleur, d'où vient-elle exactement? Est-ce que c'est un problème de muscle? D'os? Eh bien, la vérité est un peu différente. Tout se joue au niveau des nerfs. Et la solution? Elle pourrait bien se cacher dans notre alimentation. C'est assez surprenant. Voici le programme. D'abord, on va définir clairement ce qu'est la sciatique. Ensuite, on va jouer les détectives pour identifier les coupables. Puis, on verra le rôle absolument crucial de certaines vitamines. Après ça, on établira un plan de traitement efficace. Et pour finir, on comprendra pourquoi il faut toujours chercher la cause et pas seulement calmer le symptôme. Allez, c'est parti. Plongeons dans le vif du sujet. La sciatique, qu'est-ce que c'est concrètement? Pour faire simple, imaginez que votre nerf sciatique est une sorte d'autoroute de l'information. La sciatique, c'est quand il y a un énorme embouteillage sur cette autoroute. Le nerf se retrouve coincé, comprimé, le mot étranglé est assez juste. Et c'est cette pression qui provoque une inflammation et qui envoie ce signal de douleur hyper intense tout le long de la jambe. Ok, donc on sait ce que c'est. Maintenant, la question qui vient tout de suite après, c'est « mais pourquoi ?» Pourquoi est-ce que ces nerfs se retrouvent étranglés comme ça? Alors en fait, il y a plusieurs facteurs qui peuvent créer cet embouteillage. Par exemple, un excès de sel qui va favoriser l'inflammation dans tout le corps. Ou alors un taux de sucre trop élevé qui, lui, s'attaque directement aux nerfs. Il y a aussi les dépôts de graisse qui peuvent venir physiquement pincer le nerf. Mais il y a un coupable qu'on oublie très souvent, un manque de protection pour nos nerfs, autrement dit, une carence en certaines vitamines clés. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On touche à une solution qui est à la fois inattendue et incroyablement efficace. Il faut bien se rendre compte à quel point cette douleur peut être handicapante. Ce n'est pas juste une petite gêne, non. C'est une pathologie qui peut littéralement mettre la vie de quelqu'un sur pause. Et c'est pour ça que ce qui suit est si important. Et voilà, le moment clé. Lisez bien cette citation. Une seule injection de vitamine B12 et toute la douleur a disparu. C'est juste spectaculaire. Ça nous montre que parfois, le problème, ce n'est pas qu'il y a quelque chose en trop, mais simplement qu'il manque un nutriment essentiel. Mais attention, la B12 n'est pas toute seule dans cette histoire. Il faut voir tout le complexe des vitamines B. B1, B2, B6 et bien sûr la B12 comme une véritable équipe de super-héros pour notre système nerveux. Chacune a un rôle bien précis, construire, réparer et surtout défendre nos nerfs contre les agressions. Bien,
Maintenant qu'on a un peu mieux compris le pourquoi, passons au comment. Comment on met en place une approche vraiment complète pour non seulement calmer la douleur, mais aussi s'attaquer au problème à la racine. Le plan d'attaque est simple, il se déroule en 3 temps. Premièrement, l'action immédiate. On calme l'incendie avec du chaud, des patchs, un bon massage. Deuxièmement, le soutien interne. On envoie les renforts, c'est-à-dire les vitamines B, pour reconstruire et protéger les nerfs. Et troisièmement, et c'est le plus important, on coupe l'arrivée d'essence à l'ennemi. On s'attaque aux causes profondes, l'excès de sel, de sucre, etc. Alors ça, c'est peut-être l'information la plus folle de toutes. Le simple fait de masser déclenche la libération de nos propres antidouleurs, qui sont plus puissants que la morphine. Je le répète parce que c'est incroyable, plus puissant que la morphine. Notre corps a sa propre pharmacie intégrée, et elle est d'une efficacité redoutable. Tout ce qu'on vient de voir nous amène en fait à une seule et même conclusion, à une idée fondamentale qui change complètement la façon de voir la douleur. Voilà le choix qu'on a. D'un côté, la voie facile. Prendre un cachet, éteindre le voyant rouge sur le tableau de bord. Le soulagement est rapide, c'est vrai, mais le moteur, lui, est toujours en surchauffe. Et de l'autre côté, il y a la voie intelligente. Chercher d'où vient la fumée, comprendre ce qui ne va pas et réparer pour de bon. C'est toute la différence entre masquer un problème et le résoudre. Cette dernière phrase du docteur Judah Awad résume absolument tout. Donner un antidouleur, c'est simple, c'est rapide. Mais si on s'arrête là, en réalité, on a échoué. Le vrai soin, le vrai acte médical, c'est de chercher pourquoi la personne souffre et de l'aider à retrouver sa pleine santé. La question finale, c'est donc celle-ci. Est-ce qu'on traite la douleur ou est-ce qu'on traite la personne ? La prochaine fois qu'une douleur apparaît, au lieu de se demander comment je peux l'arrêter au plus vite, on pourrait peut-être se demander qu'est-ce qu'elle essaie de me dire ? Parce qu'en traitant la personne dans sa globalité, on guérit bien plus que le symptôme. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une approche ciblée pour soulager cette douleur sciatique si particulière, celle qui est causée par une sténose spinale. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va le faire avec une série d'exercices simples à faire tranquillement à la maison. Cette sensation, elle est malheureusement familière pour beaucoup de monde. Ça commence par une douleur un peu sourde dans le bas du dos, et puis d'un coup, ça se transforme en un pincement, une décharge électrique qui file le long de la jambe. C'est le signe classique de la sciatique. Mais la vraie question, c'est d'où ça vient exactement, et surtout, comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle ? C'est tout l'objet de notre séance. Bien souvent, la cause profonde, c'est ce qu'on appelle la sténose spinale. Pour faire simple, imaginez que les canaux dans la colonne vertébrale sont comme des tunnels pour les nerfs. Eh bien, avec la sténose, ces tunnels se rétrécissent. Il y a moins de place et ça peut finir par irriter ou même pincer le nerf sciatique. Et c'est ça qui déclenche la douleur. Et là, on arrive au concept absolument central qui va guider tous nos mouvements. C'est un peu comme un interrupteur. Quand on se penche en arrière, ce qu'on appelle l'extension, on ferme l'espace, on rétrécit le tunnel. Et hop, on pince le nerf. La douleur augmente. À l'inverse, quand on se penche en avant, en flexion, on ouvre cet espace. On redonne de l'air au nerf. C'est ce principe tout simple, créer de l'espace, qui est vraiment la clé de tout. Et tout, mais alors vraiment tout, commence par un mouvement fondamental. On pourrait dire que c'est l'ingrédient secret, la fondation sur laquelle tous les autres exercices vont pouvoir s'appuyer pour être vraiment efficaces. Il faut bien comprendre une chose, ce mouvement est beaucoup plus qu'un simple exercice. C'est la position de départ qui protège le dos. Sans maîtriser cette bascule du bassin, l'efficacité de tout ce qu'on fera ensuite sera limitée. C'est vraiment la pierre angulaire de toute notre routine. Alors comment on fait, concrètement ? On s'allonge sur le dos, les genoux pliés, les pieds bien à plat. L'action clé, c'est d'imaginer qu'on veut aspirer son nombril vers l'intérieur comme pour le coller à la colonne. On doit sentir immédiatement le bas du dos qui s'aplatit contre le sol. Le bassin va rouler tout seul, très légèrement vers le haut. Attention, le piège classique, c'est de pousser avec les jambes. Non, tout doit venir de la contraction des abdos en douceur. Ok, une fois que cette bascule du bassin est maîtrisée, on peut passer à l'étape suivante, le renforcement. L'objectif ici, c'est de construire une sangle abdominale solide. Ce sont ces muscles-là qui vont aider à maintenir cette position de flexion, celle qui ouvre l'espace, et qui vont soutenir toute la colonne. On commence avec un grand classique. Il a l'air simple, mais il est redoutablement efficace pour cibler les muscles abdominaux, ceux du haut. On se met en position en maintenant bien cette fameuse bascule du bassin. Les bras sont croisés sur la poitrine. Et de là, on enroule le haut du corps. On décolle la tête et les épaules du sol, comme si on voulait les diriger vers le plafond. Le but, c'est pas de monter très haut, c'est de sentir la contraction. On tient ça 2, 3, 4 secondes, puis on redescend tout en contrôle. Petite astuce, si ça tire un peu sur le cou, on peut soutenir la tête avec les mains. Mais attention, ce sont bien les abdos qui travaillent, pas les bras. Parfait. Après avoir travaillé le haut des abdos, on va maintenant se concentrer un peu plus sur la partie basse et surtout sur la stabilisation profonde. C'est l'objectif de l'élévation de jambes tendues.
On repart toujours de notre bascule du bassin bien solide. Une jambe reste pliée, l'autre est tendue au sol. Et l'exercice, c'est de lever tout doucement la jambe tendue de quelques centimètres à peine, puis de la reposer en contrôlant. Tout l'enjeu ici, c'est de maintenir le bassin parfaitement immobile. Il ne doit pas bouger d'un poil. C'est vraiment un travail de contrôle, pas de hauteur. Allez, on continue avec un exercice qui se concentre très spécifiquement sur la stabilisation du bas du dos. Le nom est simple, marche allongée, mais il demande une concentration maximale. On se met en position de bascule, les deux genoux pliés. Et là, très lentement, on lève une jambe, puis on la repose, et on fait pareil avec l'autre. C'est comme si on marchait au super ralenti. Le pied ne décolle que de quelques centimètres. Le but du jeu, ce n'est pas de lever la jambe, c'est de le faire sans que le bassin ne bouge. Rien, même pas 1 millimètre. Une bonne astuce, c'est de placer ses doigts juste derrière le bassin pour sentir s'il reste bien stable. Et pour celles et ceux qui sont à l'aise avec la version de base, on peut corser un peu les choses. En même temps qu'on lève une jambe, on va descendre lentement le bras opposé au-dessus de la tête. Ça demande beaucoup plus de coordination et de stabilisation. Mais le point crucial, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est que le dos ne doit jamais se creuser. La bascule du bassin doit rester verrouillée tout le temps. Bon, après le renforcement, place à la détente et à la création d'espace. Cette deuxième partie de la routine est là pour étirer les muscles du dos tout en douceur et pour encourager encore et toujours cette fameuse flexion qui nous fait du bien. On commence par un étirement ultra classique et incroyablement bénéfique pour relâcher toutes les tensions qui peuvent s'accumuler dans le bas du dos. On s'allonge confortablement sur le dos et on vient simplement ramener les deux genoux vers la poitrine, en s'aidant des mains. On s'arrête dès qu'on sent un étirement doux et agréable dans le bas du dos. Surtout, on ne force pas. On peut tenir la position quelques instants en respirant profondément. Pour une approche encore plus douce, on peut très bien le faire une jambe après l'autre. Et on termine avec un dernier mouvement, très doux lui aussi, pour encourager une belle flexion de toute la colonne vertébrale. On se met à 4 pattes. À partir de là, on pousse doucement les fesses vers l'arrière, comme si on voulait s'asseoir sur ses talons, tout en gardant les bras tendus loin devant. On laisse la poitrine se rapprocher du sol. C'est une position de repos qui vient étirer toute la chaîne arrière en douceur. La sensation doit vraiment être agréable, comme un vrai relâchement. Surtout, jamais de douleur. Et voilà, on vient de parcourir un ensemble de mouvements très complets. Il faut vraiment voir ça comme une boîte à outils. Chaque exercice a son propre rôle à jouer pour gérer la douleur et pour renforcer le dos sur le long terme. Quand on regarde ce tableau, on voit bien la logique de la routine. Tout part de la base, la stabilité, avec la bascule du bassin. Ensuite, on construit la force avec les différents exercices pour le tronc. Et enfin, on termine en créant de l'espace et en relâchant les tensions avec les étirements. Chaque pièce du puzzle a sa place et contribue au résultat global. Le plus important, ce n'est pas de tout faire parfaitement dès le premier jour, c'est de commencer. Peut-être que la première étape, ce sera simplement de bien maîtriser la bascule du bassin, ou peut-être d'intégrer l'étirement des genoux à la poitrine chaque soir. Chaque petit mouvement est un pas de plus vers un dos plus confortable et plus libre. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une approche ciblée pour soulager cette douleur sciatique si particulière, celle qui est causée par une sténose spinale. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va le faire avec une série d'exercices simples à faire tranquillement à la maison. Cette sensation, elle est malheureusement familière pour beaucoup de monde. Ça commence par une douleur un peu sourde dans le bas du dos, et puis d'un coup, ça se transforme en un pincement, une décharge électrique qui file le long de la jambe. C'est le signe classique de la sciatique. Mais la vraie question, c'est d'où ça vient exactement, et surtout, comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle? C'est tout l'objet de notre séance. Bien souvent, la cause profonde, c'est ce qu'on appelle la sténose spinale. Pour faire simple, imaginez que les canaux dans la colonne vertébrale sont comme des tunnels pour les nerfs. Eh bien, avec la sténose, ces tunnels se rétrécissent. Il y a moins de place et ça peut finir par irriter ou même pincer le nerf sciatique. Et c'est ça qui déclenche la douleur. Et là, on arrive au concept absolument central qui va guider tous nos mouvements. C'est un peu comme un interrupteur. Quand on se penche en arrière, ce qu'on appelle l'extension, on ferme l'espace, on rétrécit le tunnel. Et hop, on pince le nerf. La douleur augmente. À l'inverse, quand on se penche en avant, en flexion, on ouvre cet espace. On redonne de l'air au nerf. C'est ce principe tout simple, créer de l'espace, qui est vraiment la clé de tout. Et tout, mais alors vraiment tout, commence par un mouvement fondamental. On pourrait dire que c'est l'ingrédient secret, la fondation sur laquelle tous les autres exercices vont pouvoir s'appuyer pour être vraiment efficaces. Il faut bien comprendre une chose, ce mouvement est beaucoup plus qu'un simple exercice. C'est la position de départ qui protège le dos. Sans maîtriser cette bascule du bassin, l'efficacité de tout ce qu'on fera ensuite sera limitée. C'est vraiment la pierre angulaire de toute notre routine. Alors comment on fait, concrètement? On s'allonge sur le dos, les genoux pliés, les pieds bien à plat. L'action clé,
C'est d'imaginer qu'on veut aspirer son nombril vers l'intérieur comme pour le coller à la colonne. On doit sentir immédiatement le bas du dos qui s'aplatit contre le sol. Le bassin va rouler tout seul, très légèrement vers le haut. Attention, le piège classique, c'est de pousser avec les jambes. Non, tout doit venir de la contraction des abdos en douceur. Ok, une fois que cette bascule du bassin est maîtrisée, on peut passer à l'étape suivante, le renforcement. L'objectif ici, c'est de construire une sangle abdominale solide. Ce sont ces muscles-là qui vont aider à maintenir cette position de flexion, celle qui ouvre l'espace, et qui vont soutenir toute la colonne. On commence avec un grand classique. Il a l'air simple, mais il est redoutablement efficace pour cibler les muscles abdominaux, ceux du haut. On se met en position en maintenant bien cette fameuse bascule du bassin. Les bras sont croisés sur la poitrine. Et de là, on enroule le haut du corps. On décolle la tête et les épaules du sol, comme si on voulait les diriger vers le plafond. Le but, c'est pas de monter très haut, c'est de sentir la contraction. On tient ça 2, 3, 4 secondes, puis on redescend tout en contrôle. Petite astuce, si ça tire un peu sur le cou, on peut soutenir la tête avec les mains, mais attention, ce sont bien les abdos qui travaillent, pas les bras. Parfait. Après avoir travaillé le haut des abdos, on va maintenant se concentrer un peu plus sur la partie basse et surtout sur la stabilisation profonde. C'est l'objectif de l'élévation de jambes tendues. On repart toujours de notre bascule du bassin bien solide. Une jambe reste pliée, l'autre est tendue au sol. Et l'exercice, c'est de lever tout doucement la jambe tendue de quelques centimètres à peine, puis de la reposer en contrôlant. Tout l'enjeu ici, c'est de maintenir le bassin parfaitement immobile. Il ne doit pas bouger d'un poil. C'est vraiment un travail de contrôle, pas de hauteur. Allez, on continue avec un exercice qui se concentre très spécifiquement sur la stabilisation du bas du dos. Le nom est simple, marche allongée, mais il demande une concentration maximale. On se met en position de bascule, les deux genoux pliés. Et là, très lentement, on lève une jambe, puis on la repose, et on fait pareil avec l'autre. C'est comme si on marchait au super ralenti. Le pied ne décolle que de quelques centimètres. Le but du jeu, ce n'est pas de lever la jambe, c'est de le faire sans que le bassin ne bouge. Rien, même pas 1 millimètre. Une bonne astuce, c'est de placer ses doigts juste derrière le bassin pour sentir s'il reste bien stable. Et pour celles et ceux qui sont à l'aise avec la version de base, on peut corser un peu les choses. En même temps qu'on lève une jambe, on va descendre lentement le bras opposé au-dessus de la tête. Ça demande beaucoup plus de coordination et de stabilisation. Mais le point crucial, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est que le dos ne doit jamais se creuser. La bascule du bassin doit rester verrouillée tout le temps. Bon, après le renforcement, place à la détente et à la création d'espace. Cette deuxième partie de la routine est là pour étirer les muscles du dos tout en douceur et pour encourager encore et toujours cette fameuse flexion qui nous fait du bien. On commence par un étirement ultra classique et incroyablement bénéfique pour relâcher toutes les tensions qui peuvent s'accumuler dans le bas du dos. On s'allonge confortablement sur le dos et on vient simplement ramener les deux genoux vers la poitrine, en s'aidant des mains. On s'arrête dès qu'on sent un étirement doux et agréable dans le bas du dos. Surtout, on ne force pas. On peut tenir la position quelques instants en respirant profondément. Pour une approche encore plus douce, on peut très bien le faire une jambe après l'autre. Et on termine avec un dernier mouvement, très doux lui aussi, pour encourager une belle flexion de toute la colonne vertébrale. On se met à 4 pattes. À partir de là, on pousse doucement les fesses vers l'arrière, comme si on voulait s'asseoir sur ses talons, tout en gardant les bras tendus loin devant. On laisse la poitrine se rapprocher du sol. C'est une position de repos qui vient étirer toute la chaîne arrière en douceur. La sensation doit vraiment être agréable, comme un vrai relâchement. Surtout, jamais de douleur. Et voilà, on vient de parcourir un ensemble de mouvements très complets. Il faut vraiment voir ça comme une boîte à outils. Chaque exercice a son propre rôle à jouer pour gérer la douleur et pour renforcer le dos sur le long terme. Quand on regarde ce tableau, on voit bien la logique de la routine. Tout part de la base, la stabilité, avec la bascule du bassin. Ensuite, on construit la force avec les différents exercices pour le tronc. Et enfin, on termine en créant de l'espace et en relâchant les tensions avec les étirements. Chaque pièce du puzzle a sa place et contribue au résultat global. Le plus important, ce n'est pas de tout faire parfaitement dès le premier jour, c'est de commencer. Peut-être que la première étape, ce sera simplement de bien maîtriser la bascule du bassin, ou peut-être d'intégrer l'étirement des genoux à la poitrine chaque soir. Chaque petit mouvement est un pas de plus vers un dos plus confortable et plus libre. Allez, aujourd'hui, on s'attaque à une douleur que beaucoup de gens connaissent, mais qui reste souvent un mystère. La fameuse douleur du nerf sciatique. Et on va voir ensemble une approche assez surprenante qui ne repose pas sur l'étirement comme on pourrait croire, mais plutôt sur le glissement, une technique pour apaiser ce nerf. C'est parti. Vous savez, cette douleur tenace, un peu lancinante, parfois ça ressemble à une décharge électrique, d'autres fois c'est comme un coup de poignard. Ça peut commencer dans le bas du dos, passer par la fesse et descendre tout le long de la jambe, parfois même jusqu'au pied. Si cette description évoque quelque chose, eh bien la suite pourrait vraiment éclairer la situation.
Ok, avant toute chose, pour comprendre la douleur, il faut comprendre d'où elle vient, non? Alors faisons connaissance avec la source du problème, le nerf sciatique lui-même. C'est quoi exactement et par où passe-t-il dans notre corps? Alors voilà, premier point super important. On entend souvent dire « j'ai une sciatique ». En fait, c'est un abus de langage. La réalité, c'est que tout le monde a un nerf sciatique de chaque côté. C'est tout à fait normal. Le vrai souci, ce n'est pas le nerf en lui-même, mais la douleur sciatique. C'est-à-dire quand ce nerf, pour une raison ou une autre, se retrouve irrité et commence à faire mal. Alors, d'où part-il ce fameux nerf? Eh bien, son voyage commence tout en bas du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Il est formé par plusieurs racines nerveuses qui sortent entre les vertèbres lombaires, plus précisément entre L4, L5 et la première du sacrum, S1. C'est vraiment ça, le point de départ. De là, le nerf plonge, il traverse la fesse en profondeur et c'est justement pour ça qu'on peut ressentir une douleur très très profonde dans le muscle fessier. D'ailleurs, c'est une douleur qu'on confond parfois avec d'autres soucis musculaires. Mais non, c'est bien le nerf qui passe par là. Et son chemin est loin d'être terminé. Après la fesse, il continue sa descente à l'arrière de la cuisse, il passe derrière le genou, il traverse tout le mollet et il peut même aller jusqu'au talon et sous le pied. C'est un nerf immense. Et c'est ce très long trajet qui explique pourquoi les symptômes peuvent apparaître à des endroits si différents de la jambe. Bon, on a bien visualisé son parcours, c'est clair. Maintenant, la question à 1 million. Pourquoi est-ce qu'il se met à faire mal? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il devienne si douloureux? C'est ce qu'on va voir maintenant. Pour que ce soit bien clair, on va prendre une image. Imaginez que le nerf, ce n'est pas juste une ficelle. C'est plutôt comme un gros câble électrique, vous savez, avec une gaine en plastique tout autour. Normalement, quand tout va bien, ce câble nerveux doit pouvoir coulisser, glisser librement à l'intérieur de sa gaine à chaque fois qu'on bouge. Et c'est précisément là que les ennuis commencent. Parfois, à cause d'une inflammation ou d'autre chose, le nerf se retrouve un peu coincé. Il est comme collé à sa gaine et il ne peut plus glisser comme il devrait. Et là, c'est le drame. Le moindre mouvement, comme se pencher pour ramasser quelque chose, ou même juste rester assis, va mettre ce nerf en tension. Et bim, c'est la douleur qui se déclenche. Et c'est là qu'un concept super intéressant entre en jeu, la neurodynamique. Neuro pour nerf et dynamique pour mouvement. C'est la science du mouvement des nerfs. L'idée, ce n'est surtout pas de tirer dessus comme un élastique, mais au contraire de lui réapprendre à bouger en douceur, de restaurer ce fameux glissement naturel. Et là, attention, c'est un vrai changement de perspective. Le réflexe qu'on a tous, quand quelque chose est tendu, c'est de vouloir l'étirer, non? Eh bien, pour un nerf irrité, c'est souvent la pire chose à faire. Un étirement trop fort peut même l'irriter encore plus. Ce dont il a besoin, c'est tout l'inverse. Un mouvement de va-et-vient, de glissement, tout en douceur. Allez, à cette théorie, passons à la pratique. On va voir ensemble un exercice de neurodynamique très simple qui est justement conçu pour aider le nerf sciatique à glisser de nouveau. Alors, comment ça marche? Imaginez un mouvement de balancier. Première étape, on s'assoit et on se laisse un peu tomber en avant, on arrondit le dos et la tête. Deuxième étape, on tend la jambe qui fait mal, bien droite, en ramenant les orteils vers soi. Étape 3, et c'est là que c'est important, en même temps qu'on tend la jambe, on relève la tête, on regarde vers le plafond. Ensuite, on fait l'inverse. On plie le genou et en même temps, on baisse la tête. On répète ce mouvement coordonné, ce pompage, une dizaine ou une quinzaine de fois. C'est ce va-et-vient qui fait glisser le nerf sans jamais le mettre en tension maximale. Ok, attention. On arrive maintenant au point le plus important de tous. Cet exercice peut être efficace, mais c'est un outil puissant. Et qui dit puissant dit qu'il faut l'utiliser avec une prudence absolue. Se lancer dans de l'autotraitement sans savoir ce qu'on fait, c'est prendre le risque de faire bien plus de mal que de bien. Il y a une phrase qui résume parfaitement l'idée ici. Mieux vaut un bon diagnostic qu'un mauvais traitement. C'est la base de tout. Avant même de penser à essayer quoi que ce soit, il faut être sûr du problème. Une douleur dans la jambe, ça peut venir de plein de choses différentes. Seul un pro de la santé peut poser le bon diagnostic et dire si, oui ou non, cet exercice est une bonne idée dans un cas précis. Et si, après avis médical, l'exercice est tenté, il y a une règle d'or, une règle non négociable. On imagine une échelle de douleur de 0 à 10. 0, c'est aucune douleur, 10, c'est la pire imaginable. Pendant le mouvement, la gêne ressentie ne doit jamais, au grand jamais, dépasser 2 ou 3 sur 10. Si ça monte, ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est un signal d'alarme. On arrête tout immédiatement. Donc, pour résumer les points de sécurité, c'est très simple. 1. On consulte toujours un professionnel de santé d'abord, c'est la base. 2. Si la douleur augmente, même un tout petit peu, on arrête, sans discuter.
3, et c'est crucial, cette technique n'est absolument pas faite pour une hernie discale qui a été diagnostiquée. Ça, c'est un autre problème qui demande un traitement bien spécifique. Bref, la voie royale et la plus sûre, c'est de se faire accompagner par un kiné. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que cette idée de faire glisser le nerf au lieu de l'étirer, c'est une piste vraiment fascinante pour soulager certaines douleurs sciatiques. Mais voilà, c'est un outil. Et comme tout outil, il faut savoir s'en servir. Il doit être utilisé intelligemment et surtout avec l'avis et le suivi d'un expert. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez large, non? Et si on arrêtait de penser seulement en termes d'étirement pour toutes les douleurs? Si cette approche, centrée sur le mouvement et la dynamique des nerfs, pouvait changer notre façon de gérer d'autres types de douleurs. C'est une piste de réflexion vraiment intéressante sur la manière dont on comprend et dont on prend soin de notre corps. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite exploration et à très bientôt.